précisément qu'est-ce que je sens, de quoi je me rends compte, qu'est-ce que j'ai envie de changer et concrètement qu'est-ce que je peux inventer maintenant pour commencer à bouger. Et bien ça, j'ai pas d'autre façon que je connaisse pour transformer. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Camille Sirène, psychologue, conférencière, coach et spécialiste de la transformation. Bonjour Camille. Bonjour Thierry. Alors Camille, je suis particulièrement heureux de te recevoir aujourd'hui car comme tu le sais, ce podcast traite de la transformation et en tant que spécialiste de ce sujet, je suis sûr que tu auras énormément à partager à nos auditrices et à nos auditeurs en quête de changement. Alors Camille, laisse-moi tout d'abord retracer ton chemin. Ton histoire commence au cœur de la campagne bourguignonne, dans une famille bien vivante et aimante, mais où les tensions entre tes parents occupent beaucoup d'espace. Tu grandis comme la seconde d'une fratrie de 4 enfants, oscillant entre responsabilité protectrice envers tes cadets et la liberté que t'offre la nature environnante. C'est dans ces grands espaces que tu trouves ton premier refuge et que tu te poses des questions profondes. Comment vivre ensemble de manière constructive? Comment transformer les tensions en levier de croissance? À 14 ans, tu vis une expérience spirituelle marquante dans les camps de jeunesse chrétienne où tu découvres l'authenticité des échanges humains et apprends à cultiver le silence et la solitude. Une rencontre intime qui te bouleverse et te pousse à plonger dans des questionnements essentiels. Qui es-tu? Comment oser se libérer des limites imposées? Fasciné par cette lumière intérieure, mais toujours autant bonne vivante, impossible de te mettre dans une case. Cela te vaudra plus tard le surnom de Pamela Soubirous. Tu envisages même de prendre le voile au sein de l'ordre des Xavières, mais la vie te réserve d'autres chemins. Ton parcours académique est tout aussi atypique. Après avoir obtenu ton bac à 16 ans, tu entames des études de sciences économiques pour suivre les traces de ton papa. Mais ce milieu ne te correspond pas et très vite, tu réalises qu'au fond, ce que tu aimes le plus, ce sont les gens. Ce qui te conduit à embrasser des études de psychologie, matière à laquelle ta mère t'avait sensibilisé. Et bien que les premières années soient techniques et éloignées de tes aspirations, tu persévères et te passionnes de plus en plus. Tu obtiens à 22 ans ton DESS en psychologie clinique et systémique. Pour tes débuts dans le monde professionnel, tu ressens le besoin d'acquérir des compétences solides et de bâtir ta confiance. Tu explores différents univers, le conseil, la formation et même la communication événementielle dans lesquels tu t'épanouis et fais tes armes. Mais l'envie de liberté et l'amour te poussent à partir. En 2005, tu prends une décision audacieuse, quitter Paris pour Bordeaux, où tu réinventes ta vie professionnelle et personnelle. À Bordeaux, tu montes ton entreprise et t'établis comme psychologue et coach. Tu fondes un club APM de dirigeants, animes des événements, tu te formes au coaching et tu multiplies les initiatives pour accompagner les individus et les collectifs dans leur transformation. En parallèle, 3 enfants viennent enrichir le tableau. 12 ans plus tard, ta vie personnelle est marquée par des épreuves, une séparation marquante et la pandémie qui bouleverse ton activité. Ces défis te renforcent et te conduisent à des projets créatifs. Après ton spectacle à la gymnastique du saumon et le livre sur l'art de se réinventer qui s'ensuit, tu explores de nouvelles façons d'inspirer et de transmettre. Aujourd'hui, après 20 ans d'expérience, tu es une experte reconnue dans l'art de déplier les tensions pour transformer les blocages en opportunités. Que ce soit à travers tes conférences, tes spectacles ou ton accompagnement individuel, tu continues d'explorer et de partager les clés d'une transformation durable. Camille, c'est un véritable plaisir de te recevoir sur ce podcast aujourd'hui pour plonger ensemble dans ton cheminement et découvrir les leçons qu'il peut offrir à celles et ceux qui souhaitent se transformer pour tendre vers une vie plus alignée et authentique. Bienvenue Camille. Impressionnant. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te faire réagir sur le chemin que je viens de retracer. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que tu ressens? Eh ben, d'abord, je suis impressionnée par ton talent de retracer avec autant de justesse certaines choses. Ça me donne aussi envie de faire quelques ajustements. Bien sûr. Peut-être le plus important, c'est qu'en plus de cette question de comment fait-on pour avoir des relations constructives qui ne nous détruisent pas les uns ou les autres, mais qui nous construisent, qui nous fassent grandir, il y avait aussi cette question profonde qui était mais comment est-ce qu'on fait pour changer profondément, durablement, c'est-à-dire pas juste en surface. Et ça, c'est assez tôt aussi parce que j'avais un peu
une deuxième révolte qui était ce fatalisme en fait, c'est-à-dire bon bah ça a toujours été comme ça, puis on restera comme ça, et puis voilà. Et moi j'ai vraiment et mes 14 ans m'y ont aidé effectivement cette expérience. J'ai vraiment eu à cœur d'être acteur de ma vie en fait, Mmh. assez tôt. Et de me poser les bonnes questions, d'explorer. Effectivement, j'ai du coup d'abord bossé en agence de communication, dans des entreprises privées, parce que le secteur social m'attirait, mais je voulais être convaincue d'abord de pouvoir délivrer vraiment avec compétence et d'avoir été un peu validée. J'avais cette idée qu'en entreprise, si on n'était pas bon, on vous le disait. Donc je me suis dit avant d'aller dans le social, je vais faire ça. Et puis aujourd'hui, les choses se rejoignent. OK, bon, on viendra en fait à ces leviers de Mmh, transformation mmh, mmh, évidemment, mais mmh, mmh, mmh. est-ce que toi tu l'imaginais ce parcours, finalement? Est-ce que tu vois que c'est le fruit quelque part d'un appel, d'une vocation, ou est-ce que, cette transformation tu l'as construite, toi-même? C'est les 2. Non, c'est vraiment fait à la fois de suivre le fil quoi, suivre le fil de ce que la vie présente, hein, qu'on choisit et qu'on ne choisit pas, Mmh mh. évidemment, le confortable comme l'inconfortable, Mmh. d'ailleurs. Et puis en même temps, c'est vrai que c'est aussi mon œuvre en quelque sorte, mais je fais pas ça toute seule évidemment, enfin. Mais il y a quand même une énergie à mettre à sa propre transformation. Je Ouais, veux dire par là que, oui, ça se c'est fait ça, pas une par énergie à mettre. Voilà. ça se fait pas par coïncidence, il y a quand même, un minimum de Aussi par coïncidence, mais enfin, tout peut être ou non coïncidence, en fait. ouais. Tout dépend de la façon dont on s'en empare, voilà. Et parfois, on ne sait pas, hein, quelle énergie mettre. J'ai eu la chance, je pense, assez tôt, de rencontrer des personnes qui ont su me montrer des options, en fait, me donner même des réflexes très concrets, en fait, pour devenir acteur, justement, de cette transformation. Pour devenir de plus en plus qui j'ai envie d'être. Ça, c'est au début, on pense comme ça, puis en fait, c'est qui on est au fond. Ouais, exactement. Parce qu'au fond, on n'est pas fait pour être quelqu'un d'autre que qui on est. Et donc ce dont on a envie en vrai, c'est ce qui nous ressemble, pour Ouais, finir. ouais, et souvent Voilà. on parle de cette notion de vouloir être la meilleure version de nous-mêmes, mais en fait, est-ce que c'est pas plus simple d'être juste nous-mêmes? Oui, oui, et en fait, elle est tout à fait suffisante et déjà très excellente, cette version-là. Et ça, je m'en suis rendu compte, tu parlais de mon parcours spirituel et de ma vocation, en tout cas qui m'a Ouais. beaucoup interrogée, religieuse ou pas. Et un jour, je me suis retrouvée comme ça à Thésée, pour un temps de retraite, en silence, qui est un lieu, œcuménique en Bourgogne. Et je m'y suis retrouvée pour une semaine, j'avais besoin de prendre un peu de recul ou de me retrouver en tout cas. Et puis, je voyais tous ces jeunes autour de moi qui parlaient toutes les langues, et puis je ne sais pas ce qui se passait de jalousie ou d'autre. En tout cas, je me suis sentie pleine de jugement pour les uns et pour les autres. Enfin, j'étais toujours en train de penser sur, et vraiment je me suis dit: «Bah, dis donc, je suis pas prête d'être bonne sœur parce que si» donc il a fallu que je me soigne aussi de ça, par exemple. Et non, tout ça pour dire que ce jour-là, j'ai eu une espèce de prise de conscience très importante qui était qu'en fait, notre job n'était pas d'être parfait, parce que si on l'était, on n'aurait même plus besoin des autres, en fait, pour grandir, pour s'ouvrir, s'élargir. Ouais, c'est Et un donc peu, le fait que nous soyons justement chacun imparfaits, différents, complémentaires, fait que, au fond, à vouloir être au plus proche de soi, on est bien obligé de se tourner vers l'autre finalement, parce que c'est au travers aussi des autres qu'on se rencontre et, mmh et, et inversement. ouais. Donc ça a été très important pour moi de réaliser ça. Qu'en fait, mon job, c'était pas d'être parfaite. C'était pas d'être tout pour tout le monde. Voilà. C'était de plus en plus, être moi, et justement d'avoir besoin de ce qui est autour pour être ce que je ne suis pas moi. Alors, il y a une première question que j'ai envie de te poser et qui a trait à ce que tu viens d'évoquer sur l'aspect spirituel. À 14 ans, on te surnommait Pamela Alors Soubirous. c'est un peu plus tard, C'est hein. un peu plus tard? Ouais, c'est un D'accord, peu plus OK. tard. Mais toi, est-ce que, à 14 ans, pendant cette, expérience un peu mystique, est-ce que tu pensais déjà à ce jeune âge donc que ta vocation serait de guider les autres, que ce soit dans la foi ou dans leur Ah carrière? non, non, Non? non, non. Puis même, je l'ai jamais pensé comme ça. Et même encore aujourd'hui, je me dis pas, ma mission, c'est de guider les autres, hein. Je le D'accord. vois pas comme ça. Moi, Ou de j'essaye déjà de coacher me ou de guider conseiller? moi-même, Ouais. voilà. Non, ce que j'ai expérimenté à 14 ans, en revanche, et je pense que ça a été un peu le début de, vous savez, quand on a l'impression de toucher tout d'un coup, au travers d'une expérience, un peu une zone de talent, quoi. Ouais. Tout d'un coup, on se découvre comme un talent ou quelque chose qui nous est facile, alors que pour d'autres, pas forcément. Et il y a 2 choses que j'ai découvert à cet âge-là, parce que les circonstances m'ont permis de le faire. C'est, d'abord, je crois, le fait que quand, je me mettais vraiment à l'écoute de quelqu'un, ce que je pouvais lui montrer ou lui dire en retour, le touchait. C'est-à-dire que Mmh. c'était juste. Voilà, il y avait une espèce de finesse, je pense, d'écoute D'accord. déjà.
Voilà, et donc ça a été fort. C'était important pour moi de me rendre Ouais. compte que j'avais cette précision, j'ai envie de dire ça D'accord. comme ça, mais à l'époque, je me le suis pas dit comme ça, évidemment, c'est maintenant que j'y réfléchis. Et la deuxième chose, c'est que j'ai eu l'occasion, très tôt d'être, mise sur scène, de témoigner pour 3-4 minutes, du haut de mes 15 ans, de témoigner devant les 300 jeunes qui étaient là, d'une expérience de l'année passée, finalement. Voilà, et puis j'ai été bien préparée pour ça, c'était bien fait, on était, on n'était pas jetés en pâture, on était mis en situation de réussir ça. Et j'ai à la fois à ce moment-là éprouvé d'abord beaucoup de plaisir à être sur scène devant, ce que je n'avais pas expérimenté jusque-là. Ça m'a un peu surprise d'éprouver ce plaisir. La deuxième chose, c'est que au même moment, j'ai en même temps pris conscience de la grande responsabilité que c'était, parce que j'ai vu qu'il y avait un impact. C'est-à-dire que ma parole avait un impact sur les personnes qui m'écoutaient. Donc déjà le plaisir de dire purée, ça marche. Voilà, j'y arrive en fait, ça marche. Mais en plus, en même temps, la responsabilité. C'est-à-dire que quand on est celui ou celle qui a la parole ou qui la donne, on a un grand pouvoir sur l'autre, sur les autres. Et on voit bien comment parfois, dans nos propres parcours, dans nos propres chemins, justement, une parole a pu nous permettre de passer des caps, ou au contraire, peut nous poursuivre pour une vie entière, et nous détruire pour longtemps. Une seule parole, parfois, peut suffire. Tout dépend qui la prononce, comment elle est dite, avec quelle intention. Donc voilà, moi j'ai toujours été très consciente que soigner sa parole, c'était une compétence en fait à aiguiser en quelque sorte, à développer. Et un des 4 accords Toltec. Aussi, les 4 accords Toltec, bien sûr, en font partie, c'est vrai, j'avais pas réalisé ça jusqu'à... Et en fait, cette capacité d'écoute et de transmission, quelque part, est-ce que tu l'as vécu comme un don ou un travail, quelque chose qu'on peut acquérir ou quelque chose plutôt d'inné? Disons que c'est un peu comme le piano ou le dessin. Enfin, je veux dire, franchement, on a tous, parfois on est plus talentueux pour des choses que pour d'autres, mais n'empêche que derrière, si on le travaille pas, ça en restera là. Donc c'est un petit peu voilà, je pense que j'avais un terrain, mais je pense qu'aussi tu parlais des tensions familiales. Moi, ça m'a beaucoup poussée. Je pense que beaucoup d'enfants sont dans ce cas, ont en quelque sorte aiguiser leur hyper perception des signaux faibles pour toujours être en train de sentir par où ça va partir ou de quel côté ça va venir, essayer d'ailleurs d'arrondir les angles, d'atténuer les choses, etc. Enfin, donc une hyper attention et une hyper sensibilité aux signaux de l'environnement. Et ça, certainement, ça a un grand sens de l'observation, par exemple, aussi, pas seulement de ce qui est dit, mais d'un regard, d'un geste, d'un mouvement, enfin, voilà. Et tout ça, à la fois peut-être le terrain dans lequel j'ai grandi, mais aussi une maman intuitive également d'ailleurs. Donc voilà, tout ça peut-être fertile voilà, pour, c'était sans doute un terreau fertile, mais après bien sûr que ça se travaille. Bien sûr. Ça se travaille, et entre avoir un talent et puis en faire un métier, toute la responsabilité que ça implique, c'est autre chose, quoi. Camille, ce podcast, il traite de la transformation. On a vu que dans ton parcours, il y en a eu de nombreuses, de multiples. Et sacrée transformation, dans les deux sens du terme. Exactement. Donc, est-ce que toi, tu peux partager avec nous peut-être déjà comment tu as pris conscience de ce potentiel de transformation et justement comment tu as procédé pour toi trouver ta voie, trouver ton chemin? Donc oui, alors déjà je réponds oui, absolument. C'est possible de se transformer. C'est peut-être de se transformer, je dis aujourd'hui plutôt se restaurer en fait. Toutes les blessures, on peut trouver des voies pour faire une restauration fine. Alors parfois ça va vite, parfois ça va fort, parfois ça va lentement, ça va doucement. Plus c'est profond, plus il y a besoin de précision, de finesse, d'apprivoisement. Mais oui, bien sûr, on peut restaurer. On peut transformer. Dans les détails, est-ce que toi tu as des pistes pour les personnes qui nous écoutent bien sûr. de restauration? Bien sûr. Alors moi, je pense que comme la plupart de nos blessures se sont quand même vécues dans le lien. En fait, nos principales blessures, c'est des manquements, j'ai envie de dire, dans la qualité des liens qu'on a pu vivre, qui ont pu s'établir ou pas, ou mal, et pour plein de raisons. Parfois par, je dirais, les personnalités de nos familles, évidemment, en présence, mais aussi par des événements, parfois, évidemment, des accidents de vie, des choses comme ça. Donc c'est la qualité des liens, souvent, qui a été manquante et qui nous a profondément abîmés, puisque c'est un de nos besoins universels, se relier les uns aux autres. Et donc, dans ce sens-là, moi, je dirais que de toute façon, restaurer, réparer, transformer, sans à aucun moment envisager que ça passe par des liens de qualité, donc s'en remettre aussi à un moment donné à quelqu'un d'autre ou à quelques autres, enfin passer par cette qualité des liens d'aujourd'hui,
je crois, ne pourra pas, pour finir, restaurer les liens abîmés d'hier. C'est-à-dire que c'est un passage un petit peu oublié. Ça doit se passer dans le lien, à mon avis. D'où l'intérêt, parfois, de se faire accompagner par quelqu'un d'extérieur, mais ça peut être aussi une amitié de grande qualité, une rencontre amoureuse peut parfois restaurer, réparer des choses, nous transformer, l'amour, bien sûr, un travail thérapeutique, etc. Personnellement, je pense aussi que pour les blessures les plus profondes ou les plus traumatiques, eh bien, là aussi, j'ai aujourd'hui une conviction maintenant en tant que professionnelle et en tant que femme, d'une 50aine d'années, enfin de 50 ans exactement, que pour finir, on ne peut pas restaurer pour de bon, sans repasser par le corps non plus, parce que les blessures, là aussi, sont allées se mettre jusque dans nos cellules. C'est bien ce qui fait que ça nous dépasse, ça nous déborde et que même si on croit avoir gagné en liberté, on s'aperçoit qu'il y a encore des endroits où on réagit sans être libre finalement de notre façon d'être, de faire. Et c'est pour tous ces endroits-là, là aussi, je pense que ça a besoin de repasser par le corps. Alors tu me diras, c'est pas encore très concret tout ça. Et je vais prendre, pour finir, peut-être un troisième exemple de mes 14 ans, là, ou 15 ans justement, où la première grosse prise de conscience, honnêtement, ça a été de réaliser que ça faisait sans doute 14 ou 15 ans que chaque geste, chaque mot, que j'étais dans une hyper adaptation à ce qui était attendu de moi, ce qui ferait joli, pas joli, ce qui allait plaire, pas plaire, convenir, pas convenir dans telle ou telle circonstance, que ce soit familial, amical, etc. Et le fait de me rendre compte que je faisais à ce point tout en fonction du regard des autres a été une énorme prise de conscience. Mais ce qui a été surtout énorme, c'est que j'avais ce réflexe, justement, dans ces camps de jeunes dont tu parlais, de dire, mais après que j'ai compris ou senti quelque chose concrètement, qu'est-ce que je décide pour que ça change? Concrètement. Et tant qu'on n'avait pas trouvé avec inventivité sa petite solution à soi, c'est-à-dire son premier pas symbolique pour que ça change, on nous lâchait pas, quoi. Non, non, mais concrètement, parce que tu peux avoir des beaux projets, des belles intentions, mais concrètement, tu vas faire quoi? Eh bien, je me rappelle qu'à mes 14 ans, je me suis dit, par exemple, maintenant, quand je vais croiser les jambes dans un sens, et puis je me dirais, ah oui, mais là-bas, par exemple, le garçon qui m'intéresse, s'il me voit de ce côté-là, ce sera moins joli si j'ai les jambes dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Au lieu de changer de position, eh bien, je resterai exprès comme j'étais et comme je suis bien et comme je suis confortable et tant pis. Et évidemment, ça peut paraître ridicule, mais au fond, il y a beaucoup de ça dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait pas, dans ce qu'on retient, dans ce qu'on ose, dans ce qu'on n'ose pas. Et ce ça moment a été pivot, en fait, ce qui est intéressant dans cette gymnastique-là, c'est qu'on se rend compte qu'en osant un premier petit pas très concret, symbolique, c'est toute la dynamique à l'intérieur qui s'enclenche. C'est-à-dire qu'en fait, ça va beaucoup plus loin que juste ce petit pas. C'est comme si, en fait, vous démarriez le premier pas à la force de vos pieds et de vos jambes, mais qu'au bout du deuxième, troisième petit pas concret, symbolique, qui vous met pas en danger, tout d'un coup, il y avait un téléphérique qui venait vous chercher et qui presque accélérait la dynamique entière, voyez, de transformation. Donc ça, cette phrase de précisément, qu'est-ce que je sens? De quoi je me rends compte? Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Et concrètement, qu'est-ce que je peux inventer maintenant de concret pour commencer à bouger? Ça, c'est la seule, moi, il y en a pas d'autre, j'ai pas d'autre façon que je connaisse pour transformer. Mais pour revenir à ton exemple, en fait, ce tout petit moment de pivot là qui t'a permis cette prise de conscience et avant que le téléphérique arrive, comment il est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que justement ça pivote, ça clique? Être fidèle à soi, ça demande aussi, je crois, par moments du courage. Ça, c'est vraiment important. D'accord. Voilà. Donc ton fil rouge finalement pour trouver ton chemin, savoir où aller, ça a été de mieux t'écouter, quoi, d'être rentré plus en contact avec toi-même. Et j'ai envie de dire que ça s'apprend, ça c'est gymnastique. Donc cette aptitude à entrer à l'intérieur de soi, j'ai eu la chance de le cultiver tôt au travers de ce que tu décrivais. Je me demande comment on peut s'en débrouiller quand on n'a pas appris à être au contact de cet endroit de soi. Cette introspection, rentrer en soi. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de dire que dans ma vie de tous les jours, j'ai plus besoin d'autant de temps et il y a des moments j'en ai besoin, j'en ai envie, mais je veux dire c'est une gymnastique, ça y est, et cet endroit il est accessible à l'intérieur de moi. Mais je l'ai beaucoup entraîné, en fait, je l'ai beaucoup entraîné. J'ai le sentiment que le mot gymnastique est important pour toi. Tu as même écrit un livre. C'est vrai. C'est vrai que ça s'appelait La gymnastique du saumon. Mais oui, parce que c'est ce chemin, souvent, ou cette introspection, elle paraît parfois, et je peux comprendre, tu vois, soit inaccessible, soit effrayante, vertigineuse pour certains. Or, je veux dire, quand on est bien accompagné, elle se fait d'abord en toute sécurité. Il y en a pas forcément pour longtemps, il y en a pas forcément pour 10 ans, et puis ça va pas non plus forcément augurer des changements de tout dans sa vie, pas du tout. Et ça s'entraîne, je veux dire, et plus on s'entraîne, c'est comme un geste au tennis. Je veux dire, au début, il faut réfléchir
réfléchir, faut penser à la gymnastique, à comment tu mets ton poignet, ta main, tout ça. Et petit à petit, le circuit devient automatique à l'intérieur de tes muscles. Inconsciemment compétent. Et là, voilà. Et là, c'est exactement la même chose. D'accord. C'est un autre genre de sport, en fait. Mais c'est exactement la même chose. J'aimerais, Camille, si tu veux bien revenir sur cette notion de retour au corps, parce qu'en fait, de manière vraiment intéressante dans ce podcast, c'est un thème récurrent que je n'anticipais pas du tout d'entendre. En fait, systématiquement, ça revient. D'accord. Et donc, j'aimerais que peut-être toi, tu me donnes ton sentiment par rapport à ce retour au corps, comment il se manifeste, comment donner aussi à nos auditrices et nos auditeurs l'envie d'écouter leur corps aussi et comment on fait concrètement, quoi. Oui, comment on fait concrètement? Parce qu'on entend beaucoup, faut écouter son corps, faut écouter ses besoins. Oui, mais même nos corps, il a des biais, il y a des courts-circuits, donc c'est pas si simple, quoi. Et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, en particulier chez nous, dans notre société occidentale, peut-être française aussi, c'est pas si facile que ça de trouver des endroits où on peut vraiment aller à la rencontre de soi au travers de ces signaux du corps, sans passer pour soit perché, soit trop s'écouter. Enfin, tu vois, voilà. Mais il y en a plein des endroits de qualité qui existent. En tout cas, de mon point de vue, à la fois expérientiel, personnel et maintenant aussi professionnel, au fond, tout ce qui arrive, je vais être un peu radicale, mais tout ce qui arrive dans nos vies après nos 6 ans, 10 ans, en général, sont des choses qu'on va pouvoir, avec un peu d'entraînement, de prise de conscience, de bonne volonté, de bonnes intentions, avec intelligence, on va dire, pouvoir transformer, déloger, tu vois? C'est-à-dire que voilà. En revanche, en général, dans tous les endroits où on bute encore, alors même qu'on a déjà, on s'y intéresse, on a envie de changer, et cetera. Là où on bute encore, c'est très souvent que les choses se sont passées encore plus tôt. C'est-à-dire que notre corps a engrammé très tôt, à un âge où le tout petit était encore totalement dépendant de son environnement. Il a comme emmagasiné à l'intérieur de lui des circuits, des façons d'être, des façons de réagir, des façons de ressentir, et il s'est certainement trouvé face à des sensations pures presque, et quand par rapport à l'une ou l'autre de ces sensations, par exemple une énorme peur, panique, l'environnement n'a pas su, pour X raisons, ou n'a pas pu apporter la réponse sécurisante dont il a eu besoin, eh bien c'est un peu comme si à chaque fois que la moindre peur maintenant va pointer le bout de son nez, soit il va s'en défendre totalement et même pas peur de rien, et jamais peur, soit au contraire, peut-être il va perdre entièrement tous ses moyens alors que même il y a plus de danger aujourd'hui à l'âge adulte, vous voyez? Et ça, c'est tellement incrusté dans le corps et dans les cellules, un peu comme le saumon, qui est quand même capable, après être né dans sa frayère, d'être resté là dans la rivière pendant un temps, tant qu'il était petit saumon, petit tacon, puis ensuite il dévale la rivière, il va à l'océan, il navigue plusieurs années dans l'océan, 2 à 3 ans dans l'océan, loin, et au bout de 3 ans, il est capable de retrouver, de remonter à sa source, là où tout a commencé, rien qu'à l'odeur. Vous imaginez la trace mnésique que les premiers instants ont laissé à l'intérieur de lui. Ben nous, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que évidemment que ce qu'on vit jeune, petit en particulier, laisse des traces à l'intérieur de nous. Bien sûr. Et je dirais que sur ces moments-là, le corps a la mémoire et que parfois, ce dont on ne se souvient pas dans notre mémoire, j'ai envie de dire mentale, corticale, enfin voilà, le corps, lui, s'en souvient. Et donc, ça peut aussi permettre de lever parfois vraiment des mystères et réaliser d'ailleurs des choses qui se seraient passées plus jeunes et dont on n'a même plus conscience, dont on a oublié l'existence. Donc, et justement, comment accéder à ça et comment, si on passe en mode un petit peu solution, comment mieux écouter notre corps pour nous aider dans notre transformation? Alors d'abord, le vivant est quand même hyper intelligent. Donc en fait, pour moi, il y a 2 choses. Il y a soyez attentif à ce qui se répète, même les micro-détails. C'est-à-dire, vous voyez, quand j'ai un jour une réaction un peu excessive à quelque chose, c'est une chose. Je veux dire, ça va, on est vivant, on a le droit de s'énerver contre son psy à un moment donné. Enfin, vous voyez, là où ça doit devenir interpellant, c'est quand c'est vraiment de façon complètement disproportionnée par rapport à la réalité. Par exemple, vous devez prendre la parole pour parler d'un projet qui est le vôtre dans une réunion à 8 ou 10 de votre équipe et vous perdez complètement vos moyens. Bon, si c'est une fois, c'est une fois. On se l'explique pas, peut-être que vous avez mal dormi la veille. Si c'est à chaque fois que ça se présente, hop, ça se reproduit comme ça doit vous alerter. Donc c'est la disproportion par rapport au déclencheur et la répétition. Ok. Donc ça, c'est la partie des signaux. Et après, une fois qu'on a identifié ces signaux, qu'est-ce qu'on peut en faire pour justement nous aider, nous, dans notre transformation? C'est déjà de leur donner un peu de caisse de résonance. C'est-à-dire que la plupart du temps, on balaye ça.
Enfin, je veux dire, parce qu'on est pressé, parce que c'est pas si important, parce que c'est pas grave, parce que c'est pas... Mais en fait, si on leur donne juste à ces signaux-là, par exemple, 1 ou 2 minutes, même pas, parfois c'est 30 secondes de plus de résonance pour se laisser sentir vraiment ce qui se passe. On peut même se poser cette question, quand je réagis comme ça à telle situation, mais quel âge j'ai à l'intérieur de moi à ce moment-là? Et parfois, une réponse complètement intuitive apparaît. C'est comme si, en fait, j'avais 3 ans, quoi. Je veux dire, je me ressens aussi petit ou aussi petite que si j'avais 3 ans face à, je sais pas, un géant en face de moi. Et du coup, si j'avais un enfant de 3 ans en face de moi qui éprouvait ce que j'éprouve maintenant, comment je m'y prendrais pour prendre soin de cet enfant? Est-ce que je lui appuierais un peu plus fort sur la tête? Non, un enfant de 3 ans, on lui dirait pas ça. On lui dirait: «Viens, je te tiens» ou «Viens, on va y aller, mais je te tiens la main, je fais attention, on va rajouter de la sécurité, on va apporter de la tendresse, de l'indulgence», enfin quelque chose comme ça. Si déjà on pouvait s'accorder ça à soi-même, ça veut dire que peu à peu, le corps va entrer en confiance avec, qui vous êtes devenu, et peut-être la prochaine fois, il vous délivrera encore un peu plus d'indices, encore un peu plus d'infos, et on part comme ça un peu à l'enquête. Alors ça vaut le coup, encore une fois, sur ce qui nous met en difficulté de façon disproportionnée et répétitive. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer, j'ai envie de dire. Ouais. Et après, il y a aussi les spécialistes qui peuvent Et nous puis après, aider. évidemment, après il y a des spécialistes, c'est ma spécialité, donc je Ouais. peux en parler, bien sûr. Aujourd'hui, je les dirais, tellement traversé, pour moi-même, parce que j'en ai fait des transformations, ça je peux vous dire, j'en ai bouclé des boucles de remontée à la source. Sinon je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui, ça c'est certain. Donc cette gymnastique, avant de pouvoir en parler, avant de pouvoir, accompagner d'autres à la faire, d'abord je l'ai vécue et je l'ai traversée. Et ça m'émeut encore parce que je trouve qu'en même temps, c'est un voyage, qui m'a coûté. C'est un chemin qui m'a coûté dans tous les sens du terme. Et pourtant, c'est le voyage pour moi dont je suis la plus heureuse dépositaire, j'ai envie de dire aujourd'hui. C'est un grand trésor. Camille, toi, est-ce que tu peux nous parler des rituels, peut-être des habitudes, des influences? Tu parlais même des rencontres qui t'ont accompagné sur ton chemin et qui t'ont peut-être aidé à devenir qui tu es aujourd'hui. Ouais. Alors moi, il y a une autre décision que j'ai prise assez tôt dans ma vie, parce que je trouvais que sinon, on risquait vraiment de mourir un peu con, je dois dire. C'est de fréquenter des gens différents. Différents de moi, déjà, et différents entre eux. C'est-à-dire, si professionnellement, pendant un temps, je vais être plus au contact de, ça a été mon cas, par exemple, d'entrepreneurs, de dirigeants, comment je fais le reste de mon temps pour voir d'autres types de gens, d'avoir des amis de tous les bords, Même des clowns. de tous les métiers, même des clowns, vous vous rendez compte? La merveilleuse Alice Haché, avec qui, on travaille régulièrement. Voilà, comment je fais pour voir des gens très différents de moi, et comment je fais pour, réussir à, enfin moi ça c'est encore là aussi ça m'émeut, c'est-à-dire à rapprocher ce qui semble si éloigné, et à tout d'un coup pouvoir me sentir aussi proche, et réciproquement bien sûr, de quelqu'un que tout éloigne, quoi. Et ça c'est quelque chose, à laquelle je tiens beaucoup, et je pense que ça m'a enrichi. Je pense que ça a conduit aussi mes transformations, ça a enrichi, accéléré parfois mes transformations. Ensuite, il y a une deuxième chose, je crois, assez tôt, j'ai compris que bien-être, c'était pas être bien tout le temps. Je veux dire, bien-être, c'est apprendre, c'est oser, c'est avoir le courage de bien être dans tous ses états, quels qu'ils soient. Il y a pas d'émotions négatives. Il y en a bien sûr qui nous font peur, il y en a qui sont pas confortables, il y en a qui sont désagréables, mais si elles sont là, c'est qu'elles ont une bonne raison d'y être. À moi de comprendre laquelle, de trouver laquelle, et de pas m'économiser de la traverser, de la sentir, même si encore une fois elle est inconfortable. Et c'est là que parfois c'est bien d'être deux, parce qu'au début, tout seul, ça fait un peu flipper. Et pour moi aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est peut-être pas tant d'être heureuse, mais c'est surtout d'être bien vivante. Et être vivant, c'est aussi sentir ce qui ne convient pas, c'est aussi être triste et avoir du chagrin quand la réalité ou mes décisions me poussent à renoncer, ou les décisions de quelqu'un d'autre vis-à-vis de moi me poussent à renoncer à quelque chose qui était important. C'est normal d'éprouver. Et oui, le chemin de la transformation est éprouvant. Mais moi, aujourd'hui, je crois que maintenant, j'aime éprouver, parce que c'est là que je me sens vivante. Vous savez, c'est comme le jeu.
Tu chauffes, tu refroidis, tu brûles, voilà. Bah, c'est exactement pareil, hein. Il y a des émotions qui nous font froid dans le dos, il y en a d'autres qui nous font brûler de passion, et puis il y en a d'autres, c'est tiédasse. Voilà, comment on fait avec tout ça? Et c'est autant d'indications pour trouver le trésor. Mmh. Donc après, on progresse, on va de plus en plus rapidement au trésor, mais n'empêche qu'on a toujours besoin de nos signaux. Et ça revient un peu au point du retour au corps, parce que si on écoute nos émotions, qui sont des indicateurs de ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de vivre, Ouais. on est en capacité de mieux se comprendre et de Ouais. mieux savoir ce qui est bon pour nous, et ça Voilà. nous montre le chemin quelque Et part. avec le Ouais. courage de traverser tous les états. Ouais. Pas ceux qui nous plaisent, pas que ceux qui plaisent aux autres non plus. Ouais. Voilà. Et ça, parfois c'est courageux parce que voilà, faut y aller, quoi. C'est pas si simple. Et dans tes rituels, tes habitudes, est-ce qu'il y a des choses que tu développes et que tu suis régulièrement, que tu pourrais partager avec nous, qui t'ont aidé, toi, sur ton chemin? Oser demander de l'aide aussi quand j'en ai besoin. Trouver, chercher la bonne aide et choisir l'aide que je prends. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, voilà, je vais tenter, je vais explorer, mais je reste, moi, je dirais maître à bord. Je suis la seule personne souveraine, et c'est vrai de chacun d'entre nous. Vous êtes la seule personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Voilà, ne laissez jamais personne d'autre vous le dire à votre place, mais en revanche, osez demander de l'aide à des personnes à qui vous accordez votre confiance et qui va vous permettre de passer un cap. Bien sûr, osez demander de l'aide. Camille, sur ton chemin, tu as vraisemblablement rencontré des moments de doute, d'incertitude. Mmh. Est-ce que tu peux partager avec nous la manière dont toi, tu as pu les rencontrer, les adresser, mais surtout les contourner? Alors moi, je les ai pas contournés, hein, je les ai traversés, comme tu dis. Ouais. Voilà, ouais. Et je pense que ça c'est une des clés, parce que quand on contourne, à un moment donné, ça nous revient sous une autre forme, sous une autre façon. Donc parfois, c'est pas grave. Je veux dire, on peut ne pas réussir du premier coup à traverser, hein, et on peut choisir de contourner à un moment donné. Et alors là, aucun jugement. Je veux dire, on n'est pas toujours. D'ailleurs, l'inconscient, la matière est bien fait, hein. Tant qu'on contourne, c'est que peut-être on n'a pas encore les ressources ou les points d'appui autour de soi pour pouvoir traverser pour de bon. Tu parlais de la séparation. Ça a été sans doute la décision la plus douloureuse et la plus difficile à prendre. Et dans ces moments-là, j'ai aussi eu un réflexe de retourner dans des lieux ressources pour pouvoir prendre du temps pour moi, de discernement. Enfin voilà, j'ai mis plusieurs mois, quoi, à prendre cette décision. À la fois, c'est une décision qui reste parfois douloureuse encore, bien sûr, mais qui a aussi été libératrice et créatrice, du coup, de valeur ajoutée pour tout le monde. Et dans ces moments-là, il y a une phrase qui m'a beaucoup aidée, que quelqu'un, hein, à qui j'ai demandé de l'aide un jour, m'a dite, ça a été continuez d'être fidèle à vous et bien sûr de tenir compte des autres, et en particulier de ceux que vous aimez ou que vous avez aimés. Voilà. Mais dans cet ordre. Ouais. Être fidèle à moi et tenir compte des autres. Dans cet ordre. Pas dans l'autre. Parce que de toute façon, pour finir, je suis la seule personne responsable de me garder bien vivante. Personne d'autre que moi ne pourra faire ça à ma place. Et si je sens qu'une situation devient mortifère, eh bien, je peux m'emparer de ma responsabilité d'adulte aujourd'hui et parfois faire des choix, même difficiles. Est-ce que toi, quand tu regardes ton chemin, tu vois l'impact que tu as pu avoir sur toi-même et aussi sur les autres? Alors, d'abord, j'ai l'impression, moi, de rajeunir D'accord. au fur et à mesure que l'âge avance. Alors, est-ce que ça se voit même physiquement? Moi, j'ai pu aussi voir l'impact de telles transformations sur les visages, sur ce que dégagent les personnes. Donc, oui, l'énergie que j'ai aujourd'hui, je ne l'aurais pas si j'avais pas fait tout ce chemin, ça c'est certain. J'ai une forme aussi de liberté, je crois, d'inventivité, de créativité que j'aurais peut-être pas eu sinon. Une forme aussi de capacité à aimer, à me laisser aimer, que je n'aurais pas eu sinon. Quand on a été abusé petit, comme je l'ai été, ça laisse quand même des sales traces durables, hein. Durables et difficilement désincrustables. C'est des traces très, très tenaces, hein. Moi, ça m'a pris une 40aine d'années pour avoir la sensation, enfin, quand même, d'avoir suffisamment restauré et d'avoir atteint des paliers où du coup, le moteur n'était plus de comment réparer, comment comprendre, surtout que je n'en avais même pas le souvenir, hein, pendant de longues années. Mais le moteur est devenu, qu'est-ce que je désire, en fait? Et ça, évidemment, c'est un changement de pente énorme.
Et ça, c'était à mes 40 ans. Et moi, il m'a fallu 25 années. Mais en même temps, j'ai pas attendu le palier, ni attendu le changement de pente pour déjà commencer à transformer. Et c'est bien parce que j'avais déjà commencé à transformer des choses que mon histoire a pu assumer, du coup, le paquet, quoi. Le paquet cadeau. Parce que j'ai envie de dire qu'à la fois, c'est une bombe et en même temps, c'est un cadeau. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'ai décidé de transformer la bombe en cadeau. Et quand on réussit à restaurer ça en profondeur, ça devient, ça devient à la fois partie inhérente de notre identité, mais à la fois, un cadeau. Donc tu disais impact sur toi, ton énergie et sur Ouais, les autres, tu et dirais impact sur que les autres, oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, que ce soit par les conférences que je peux faire, les interventions tout à fait sur mesure que je peux faire auprès d'équipes dirigeantes en entreprise aussi. Et aujourd'hui, je réussis à vraiment être à l'intersection, à la fois de ce qui fait les leviers de croissance des humains, y compris depuis qu'ils sont petits, et de ce qui fait un groupe en bonne santé. Moi, je vois les gens se transformer grâce à ce travail, bien sûr. Heureusement, c'est un bonheur. quel conseil, toi, Camille, tu donnerais à quelqu'un qui cherche à entamer son propre chemin de transformation, qui n'est pas aussi avancé que toi, que tu peux Ouais, oui, l'être oui, dans pour ton chemin? Ouais. commencer, déjà peut-être, se faire payer par sa boîte un stage, par exemple sur l'affirmation de soi. Moi, ça a commencé comme ça. Alors évidemment, avec du recul, je me dis: «Bah oui, mais un petit stage sur l'affirmation de soi, ça va pas aller restaurer en profondeur». Mais en même temps, on débarque pas dans un travail très, très Ouais. profond, comme ça, sans échauffement en quelque sorte. Donc si vraiment vous n'avez jamais fait de démarche, de cet ordre-là, commencez par ça, par exemple. Après, pour trouver le bon professionnel, comment on fait? Déjà, on regarde autour de soi les gens qui nous inspirent, ceux qui nous font envie, en fait. Allez pas demander ça à quelqu'un ou à un psy dont vous vous dites: «Bah, lui, dis donc, il fait pas envie». Regardez autour de vous, professionnellement, personnellement, les gens qui vous font envie et si vous savez qu'elles ont déjà fait des démarches pour elles-mêmes, par exemple, demandez-leur conseil, demandez-leur de vous orienter vers un bon Ouais, professionnel et cetera. Voilà et bah, puis bon après point. vous triez, vous choisissez. Et puis vous vous laissez attirer par ce qui vous convient. Voilà, l'analyse transactionnelle, je trouvais aussi une très bonne marche pour commencer à monter l'escalier ou à descendre à la cave, comme on veut. Très Faire bien. du théâtre, du clown. Évidemment, pour apprendre à être dans tous ces états et oser traverser ces états, le clown, c'est merveilleux. À quoi ça ressemble à la suite du chemin, Camille, pour toi? Est-ce que tu l'as imaginé? Oui et non, c'est-à-dire que j'aime bien avoir une intention, une forme d'intuition ou de vision, mais en même temps, la vie nous amène tellement là où on n'a pas prévu de toute façon que faut être prêt à changer de direction, évidemment. Je suis partie une semaine dans le désert, dans le sable du désert marocain, avec, évidemment une grande sobriété de tout et j'ai vu ces dromadaires, et d'ailleurs notre guide Brahim aussi, tellement adaptés à son milieu naturel et je me suis dit: «Mais moi, c'est quoi mon milieu naturel, en fait? Dans lequel, je me sens comme chez moi, dans lequel je peux pousser comme une belle plante, en fait, il y a pas d'effort à faire». Voilà, donc je suis en train de plus en plus que ce soit relationnellement, professionnellement, géographiquement, dans mon environnement de tous les jours aussi, comment je me crée le milieu naturel auquel moi je suis sensible, qui me fait du bien Mmh. et qui me permet de pousser avec le moindre effort, j'ai envie de dire. Eh bien, voilà, si moi, mon milieu naturel, ce que j'aime, ce qui m'émerveille, c'est de voir pousser des choses, par exemple. Je me suis acheté en rentrant, à 2 € chez Lidl, des crocus que j'ai mis dans un beau petit pot et j'ai vu les crocus pousser D'accord. tous les jours. Ouais. Voilà, comment je fais avec les moyens du bord, avec les moyens que j'ai, pour me créer le milieu naturel dans lequel je vais pouvoir, Ouais. moi, m'épanouir, en fait. Voilà. Mais rien que le fait de se poser la question de savoir si l'environnement, dans lequel on évolue nous convient et Voilà, comment on pourrait, quelque part l'amender de telle manière qu'il nous voilà. convienne mieux et Voilà qu'on soit et plus en parfois c'est des petits réglages. Je veux dire, on se fait ouais, peur parfois avec des gros changements et puis l'environnement, c'est pas que les gens que j'ai autour de moi, c'est ouais. qu'est-ce que je vois tous les jours quand je me réveille le matin, par exemple. Mmh. Si j'ai une image que j'aime, pourquoi je la mets pas carrément au-dessus de mon lit comme ça? Le premier truc que je vois quand j'ouvre les yeux, c'est ça. Si j'ai une musique qui vous touche écoutez-la le matin quand vous vous réveillez, commencez Ouais, par ça, voilà. absolument. Merci pour ces tips. Est-ce que toi, Camille, il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, une information que tu aurais, aimé partager qui tient à cœur ou une actualité que tu aimerais partager, avant qu'on ne se quitte? Alors une actualité, oui, tu parlais d'impact. Moi, ce qui m'importe, c'est que cette gymnastique-là, elle devienne tellement plus naturelle. Depuis Descartes, chez nous, on a tellement,
voilà, oublier de sentir, arrêter de sentir en fait. Descartes il disait je pense donc je suis. Moi j'ai envie de dire je sens donc je suis. Progresser en la matière c'est tellement important. Et en ce moment, ben oui, il y a cette gymnastique du saumon qui est un spectacle que vous pouvez venir voir, mais que vous pouvez surtout commander pour un événement, dans vos entreprises, sur des congrès, sur la santé intégrative par exemple. Et en 2 mots, donc qu'est-ce qu'il raconte ce spectacle? Alors le spectacle de la gymnastique des émotions, il raconte vraiment le trajet des émotions à l'intérieur de nous, à quoi ça sert. On enfonce quelques idées reçues sur les émotions, comme quoi, par exemple, il y en aurait des négatives, des positives, ou comme quoi une émotion, il faut pas trop y aller parce qu'on risque de s'y enliser, alors que pas du tout. Si on sait la traverser, au fond, c'est elle qui nous fait avancer, justement, et nous transformer, et elle nous donne des idées pour agir. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis la deuxième chose en ce moment, c'est que je développe une nouvelle conférence. C'est une conférence spécialement dédiée aux managers d'équipe ou aux gens qui ont affaire, en tout cas, à du groupe. Mais on pourrait l'entendre d'un point de vue familial, on pourrait l'entendre d'un point de vue social, évidemment. Et ça s'appelle « Comment garder un groupe en bonne santé ». Donc on peut le commander ce spectacle, mais si on veut aller le voir, et la conférence il aussi. Se joue, Alors on peut lire le livre aussi de la gymnastique du saumon, un deuxième livre en préparation, mais qui n'est pas encore édité, sur comment garder un groupe en bonne santé. Et on mettra tous ces points en référence. Voilà. Alors, Camille, c'est pas tout à fait fini parce qu'avant de se quitter, je vais te soumettre à une tradition dans ce podcast qu'on appelle des questions mitraillettes. L'idée, c'est de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prête? J'espère. Alors, qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? Fortune de France, une saga qui se passe dans le Périgord noir au Moyen-Âge. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? Oui, Le corps se souvient. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Enya, Watermark. Quelle est ta citation préférée? Saint-Augustin qui dit « Avance sur ta route, car elle n'existe que par ta marche ». Comment commences-tu ta journée? En ce moment, en allumant une petite bougie plantée dans un petit bout de sable du désert que j'ai rapporté de mon voyage. Quel talent aimerais-tu avoir? Ah, celui d'improviser au piano, comme ça. Un talent de musicienne, ouais. Quelle est ta plus grande force? Aujourd'hui, je dirais ma sensibilité. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? Être à ma place. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Adresse-toi aux 2000 personnes comme si c'était tes amis dans la cuisine. Quel est ton meilleur remède contre le stress? Dessiner. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? Que l'amour prend tellement de formes différentes. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Quand la technologie me résiste. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? La confiance dans l'intelligence du vivant. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Comme d'une femme gentille d'abord, profonde, vivante et libre et drôle. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? Celui du cœur. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Je ferais un concours de danse, tu vois, avec un partenaire de danse et on raflerait toutes les médailles. Qu'est-ce que la femme d'aujourd'hui aurait envie de dire à la petite fille que tu étais à 10 ans? À 10 ans, sois tendre avec toi-même. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Joëlle Romanet, c'est vraiment quelqu'un qui sait prendre soin des corps et qui a elle-même vécu des grosses transformations dans son corps et qui du coup peut accompagner ça très finement. Très bien, bon, on serait ravis d'accompagner Joëlle sur le podcast pour en apprendre plus. Sacré chemin de vie, Joëlle. Ok, merci Camille pour ton témoignage inspirant, authentique et émouvant, je dois dire. Et je te souhaite bon retour là où tu habites et bon chemin. Merci Thierry, bon chemin à toi aussi et bon chemin à tous ceux qui nous écoutent. La route est belle. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Camille. Premièrement, soyons attentifs aux signaux de notre corps. Nos tensions, nos émotions et nos réactions sont des guides précieux. Prenons le temps de les écouter et de les comprendre pour mieux nous réaligner avec qui nous sommes réellement. Deuxièmement, osons être pleinement nous-mêmes. Il ne s'agit pas de devenir une meilleure version de nous-mêmes, mais d'être au plus près de ce que nous sommes déjà. La vraie puissance réside dans l'authenticité. Troisièmement, cultivons la diversité dans nos relations. Fréquentons des personnes aux horizons différents pour élargir notre vision du monde. C'est en se confrontant à la différence que nous grandissons. Quatrièmement, ne cherchons pas le bien-être constant, mais une pleine vitalité. Être vivant, c'est traverser toutes les émotions, y compris l'inconfort. Accueillons-les sans jugement, elles sont des indicateurs essentiels pour notre évolution. Cinquièmement, fabriquons-nous un environnement qui nous ressemble. Identifions ce qui nous nourrit, nous stimule et nous apaise. Faisons de notre cadre de vie
un lieu propice à notre épanouissement en ajustant ce que nous pouvons. Et enfin, rappelons-nous que chaque transformation est un chemin et non une finalité. La vie est un processus d'évolution constant. Il ne s'agit pas d'atteindre un état figé, mais de continuer à avancer, à ajuster et grandir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.